Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour 2025 et on espère vous convaincre de rester fidèle à Sens Public. Vous connaissez le rendez-vous, on est ensemble tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et ce que François Bayrou doit souhaiter à son gouvernement, ça tient en un mot, stabilité. Comment voter un budget? Quelles concessions peut-il faire au Parti Socialiste pour obtenir un accord de non-censure? Peut-il tenir plus que les 3 mois et 8 jours de Michel Barnier? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, un retour de 10 ans en arrière. Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée par un commando djihadiste. L'image de cette salle de rédaction au 2e étage, avec tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres, avec des projections corporelles partout. Donc une vision particulièrement difficile, auquel on n'est pas habitué, même si on a vu souvent des scènes de crime quand on est procureur. Mais c'est vraiment une scène que j'oublierai jamais, qui m'a profondément marqué. Comme le procureur François Molins, la France bascule cette semaine-là, une semaine où les terroristes tuent aussi des policiers à Paris et à Montrouge et des juifs à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Que reste-t-il de l'esprit Charlie aujourd'hui? Sommes-nous toujours Charlie? On répond à cette question avec nos invités. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, c'est reparti pour la bataille du budget. Le ministre de l'économie qui consulte les forces politiques du Parlement, Modem et Parti socialiste en tête. Jonathan Dupriez. Comment sortir de l'impasse budgétaire? Fraîchement nommé à Bercy, le nouveau tandem Éric Lombard-Amélie de Montchalin consulte depuis ce matin les principales forces politiques du pays, avec l'ambition d'aboutir à un budget de compromis, là où Michel Barnier avait échoué. Les 2 ministres changent aussi de stratégie, tendre la main à la gauche plutôt qu'au RN pour éviter la censure. Je pense, alors que la semaine commence, qu'il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond, je dirais, avec les partis de gauche qu'avec le Rassemblement national. Mais encore une fois, moi je suis ouvert et on verra ce que donnera le dialogue. On va écouter, on va intégrer, on va faire une synthèse et on la proposera aux partis et puis ils se détermineront. Pour convaincre le PS, le gouvernement promet un budget moins austère que le précédent. Un effort de 50 milliards d'euros pour 2025 contre les 60 prévus par le gouvernement de Michel Barnier. Les nouveaux locataires de Bercy se disent aussi ouverts au dialogue sur l'épineuse question des retraites. La gauche en fait l'un des totems des futures négociations. Il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite. La ministre en charge, Madame de Montchalin, n'a pas été dans le détail, mais manifestement, la pression que nous avons mise depuis le début sur ce dossier fait bouger les lignes. Ce que je tiens à vous dire, c'est que ce sera pour nous un chantier prioritaire, majeur. Le gouvernement envisage d'autres mesures chères à la gauche, surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ou encore taxe sur les billets d'avion. Mais il devra aussi donner des gages à la droite. Bercy écarte toute augmentation des prélèvements pour les ménages. Ceux qui pensent que l'on peut tout résoudre par les seules hausses d'impôts sont déconnectés de la réalité. Je veux être clair. Pas de nouveau ni de hausse d'impôts qui pénaliserait le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Les consultations vont se poursuivre cette semaine, mais le gouvernement est engagé dans une course contre la montre. Il doit rendre sa copie pour le 14 janvier et la déclaration de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. François Bayrou face à une équation budgétaire et politique impossible. On en débat avec Rachel Gara-Valcarcel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Tous mes voeux. Vous êtes journaliste politique au Monde. Stéphane Zumsek, bonsoir. Bienvenue et bonne année. Directeur du département opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Et Thibaut Munier, bonsoir. Bonne année à vous. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Tous mes voeux Mathieu, heureux de vous retrouver. Comme tous les lundis et mercredis dans cette émission. Vous êtes évidemment éditorialiste politique. Une question assez générale pour commencer, Rachel Gara-Valcarcel. L'objectif de ces consultations, élargir, tant que ce soit possible, un socle, une majorité, un minimum d'équilibre politique? C'est beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup de grands mots et d'ambition là. Beaucoup de choses dans le sac. Non, c'est au moins essayer d'arriver à une meilleure issue que les consultations du mois de décembre. Oui. Souvenez-vous, il y a eu les consultations de l'Élysée, il y a eu les consultations à Matignon une fois que François Bayrou a été nommé. On avait quand même un peu la pression à la fin de tous ces rendez-vous, il y en a eu quand même un certain nombre,
qu'on était revenu un peu au point mort, au point où avait commencé Michel Barnier. Et je dirais même presque pire encore, puisque au moment de la nomination du reste du gouvernement, même LR a semblé mettre une condition à son soutien, ce qui devient compliqué quand on a carrément des ministres dans le gouvernement. Enfin, on avait l'impression que c'était très difficile. Ce matin, Didier Lombard, il a l'air de dire que non... Éric Lombard, pardon. Il a l'air de dire qu'effectivement... avec les consultations qu'il y a eu par téléphone avec les chefs de la gauche, il y a possibilité d'avancer avec eux. Un peu ce que le son qu'on a entendu de Patrick Caner laisse entendre aussi. De fait, ce qu'on a entendu des socialistes ce midi, on ne l'avait pas du tout entendu à la sortie de l'Élysée et à la sortie de Matignon au mois de décembre. Souvenez-vous, la dernière fois, je crois que Olivier Faure avait dit qu'il n'avait pas trouvé de raison de ne pas censurer. Là, la tonalité a l'air assez différente. À l'instant T. On est toujours très prudent sur ce plateau parce qu'on a bien vu que la vérité d'un jour n'était pas forcément celle du lendemain. Sur la méthode Bayrou, je ne sais pas s'il y a une méthode Bayrou et si c'est certainement trop tôt pour l'évaluer, mais est-ce qu'il a, Stéphane Zumzeck, déjà dilapidé une partie de son crédit dans l'opinion, le Premier ministre? Il a dilapidé très vite. D'abord, l'accueil qui est fait à la nomination de François Bayrou n'a rien à voir avec celle qui est faite quand c'est Michel Barnier qui est nommé à Matignon. Parce que Michel Barnier, c'est le premier. Les Français sont soulagés d'avoir enfin un Premier ministre et donc un gouvernement à venir. Bon, les choses vont échouer. Il a essuyé les plâtres pour les autres, c'est évident. François Bayrou, c'est la deuxième tentative. Ce n'est plus la même chose. Et par ailleurs, François Bayrou a aussi une image plus abrasive que celle de Michel Barnier. Pour les Français, Michel Barnier, c'est quelqu'un qui était un peu moins connu, qui a eu une longue carrière politique, mais qui s'était mis en retrait. Oui, alors, qui était sorti du curseur français, puisqu'il était sur des questions européennes. Quand vous sortez ne serait-ce qu'une année ou 2 années, de toute façon, vous êtes considéré comme un retraité de la vie politique en France. Donc c'est un peu comme ça. François Bayrou, ce n'est pas la même chose. Il a été candidat 3 fois et demi à l'élection présidentielle. Il a déplu à une partie de l'opinion de droite pour toutes les raisons qu'on a déjà énoncées à l'époque, son ralliement, enfin son refus de soutenir Nicolas Sarkozy en 2007, son ralliement à Ségolène Royal, à François Hollande lors de l'élection présidentielle suivante, et à gauche, il n'a pas laissé que des bons souvenirs en tant que ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est quelqu'un qui bénéficie dès le début d'un capital qui est bien moindre que celui de Michel Barnier. Et après, il y aura les couacs, il y aura le déplacement à Pau, il y aura Mayotte, évidemment. Et il y aura aussi quand même un certain flou. Je parle bien d'avant Noël, quand il veut faire, ou qu'il annonce vouloir faire une première ouverture vers la gauche et vers le PS en disant mais sur les retraites, on peut reprendre mais pas suspendre. Bon, tout ça ne veut absolument rien dire. Et très vite, ça a été dilapidé. Là, quand même, on sent depuis aujourd'hui, depuis cette rentrée politique, une certaine inflexion. On l'a vu, vous l'avez souligné tout à l'heure avec les déclarations du ministre de l'Intérieur, Patrick Caner qui dit que les lignes bougent. On sent qu'il a un petit peu appris quelque part de ses premiers faux pas ou de ses premières erreurs. Parce que si le PS ne rallie pas, enfin, il ne s'agit pas de rallier, pardon, mais ne décide pas d'une sorte de bienveillante neutralité, eh bien, ce socle commun dont on parle avec Michel Barnier, eh bien, ce sera la même chose. Et j'imagine mal comment ce gouvernement, sans un bouger, comme on le disait, significatif du PS, pourrait survivre plus longtemps que celui de Michel Barnier. Oui, alors avec une première échéance qui est la déclaration de politique générale, Thibault Mullier, mais est-ce qu'il y a une date limite pour présenter un budget 2025 ? Oui, il y a une date limite, ce serait le 31 décembre 2025, mais pour le budget 2026... Ah non, moi je veux pas... Là, je me sens comme un hamster dans la roue, donc s'il vous plaît, on en sort. Hein, non, plutôt que ça. La Constitution, là, ne prévoit pas vraiment une échéance particulière, mais ce qui a été adopté, c'est-à-dire... prendre l'existant pour le prolonger un peu plus en 2025 va imposer de se dépêcher puisque vous êtes confronté à une situation où vous avez un budget qui est toujours marqué politiquement puisque c'était le budget de 2024, mais c'est un budget qui quand même manque de choix et d'orientation politique puisqu'on reprend l'existant d'un gouvernement qui est d'une majorité relative, mais moins relative que maintenant, qui avait fait des choix politiques. Donc là, en fait, eh bien, on est confronté à les principales échéances, c'est les délais constitutionnels de 70 jours maximum pour adopter un projet de loi de finances initial. On peut considérer qu'on reprend la même logique, même si normalement ça doit être adopté avant la fin de l'année civile.
on sera confronté aux mêmes interrogations. C'est le risque de censure tout au long de la discussion, la priorité donnée à l'Assemblée, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale pourra avoir le dernier mot, mais a priori, ce ne serait pas le Sénat qui bloquerait le plus, donc ce sera l'Assemblée nationale l'enjeu, et la possibilité d'agir par voie d'ordonnance budgétaire, mais c'est démocratiquement, ce serait périlleux avec un gouvernement qui manque autant de légitimité. Donc on serait confronté au même délai, avec une particularité, mais j'ai pas bien compris pour l'instant le calendrier. Alors si vous l'avez pas compris, on est mal. Non, mais est-ce que le projet de loi de finances pour 2025 va être présenté à peu près le même jour que la déclaration de politique générale ? A priori, oui, ou en tout cas, ça reviendrait au Sénat, si j'ai bien compris. On est sur une reprise de la navette. On est sur une reprise de ce qui avait été évoqué avant, et donc la navette, effectivement. Ah, donc on reprend la navette. Oui. Ouais. Donc non, c'est assez intéressant, c'est pas. Donc non, mais on c'est bien, ça va faire du grain à moudre pour les constitutionnalistes dans les prochains mois. On reprend l'existant, on va l'adapter et on va essayer de passer 149 alinéa 3 si possible pour que ce soit pas trop périlleux. Mais bon, là, en tout cas juridiquement, on est un peu on y va à tâtons et on verra si le Conseil constitutionnel a des choses à redire là-dessus. Sachant que effectivement, ce sont les textes. Pas tout à fait de l'équipe Barnier, mais en tout cas tels qu'ils ont été laissés à l'issue de la navette pour le PLF et le PLFSS. Les reprendre, ça a un avantage, c'est que ça va plus vite, puisque refaire tout un projet de loi de finances et tout un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça prend évidemment des semaines, voire des mois. Donc si tout va bien, on peut imaginer qu'on aurait un budget à la fin du mois de février. Néanmoins, ça veut aussi dire qu'on a moins de marge de manœuvre pour ajouter des choses ou en soustraire. C'est déjà plus compliqué. Oui. Alors, on l'a dit, hein, les yeux sont plutôt tournés vers le Parti socialiste. Alors, évidemment, c'est l'actualité de ce lundi, puisqu'ils ont été avec le MoDem reçu par le nouveau ministre de l'économie. On écoute un extrait de la déclaration d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, à la sortie de ce rendez-vous. Nous avons rappelé quelles étaient nos priorités, nos engagements, et que nous n'étions pas prêts à nous vendre. Et que s'il n'y avait pas de concessions qui étaient des concessions remarquables pour les Françaises et les Français, eh bien nous étions prêts à nouveau à prendre nos responsabilités, y compris par la censure. Alors c'est l'expression du jour, sa concession remarquable, Stéphane Zumsteg. Derrière ce mot-là, et on en revient à notre sujet d'ouverture, il y a un autre mot qui clignote, c'est le mot retraite sans doute. Bien sûr, parce que le Parti socialiste, il a pris un énorme risque, finalement, avec cette décision, se bouger, le terme qui était à la mode au mois de décembre, parce que le PS doit faire la démonstration à son électorat qu'il y a un intérêt à ne pas censurer le gouvernement. Si c'est juste finalement expliquer que par bonne volonté, que pour les affaires de l'État continuent et qu'un budget soit voté, eh bien le PS ne votera pas la censure, c'est quelque chose qui serait totalement inacceptable pour l'électorat PS. On dit souvent que la gauche, que le nouveau Front populaire est divisé. Oui, les appareils sont divisés, mais les électorats ne sont pas si divisés que ça. Quand vous votez PS, c'est que vous souhaitez plus qu'une inflexion de la vie politique française. Alors un électeur PS n'est pas la même chose qu'un électeur de la France insoumise. Certes, mais malgré tout, il y a la NUPES puis le nouveau Front populaire, ça a marqué l'esprit de ce qu'on pourrait encore appeler le peuple de gauche, avec la nostalgie de l'époque où la gauche était capable de gagner des élections. Elle n'est plus capable, en tout cas pour l'instant, de gagner des élections. Et cet électorat de gauche, notamment socialiste, les sociodémocrates, sont totalement disposés à laisser leur appareil ne pas censurer, mais il leur faut des trophées, il leur faut des victoires. Et ça ira au-delà de simples concessions fiscale, en fait. C'est pas juste en expliquant qu'on va taxer plus les entreprises qui ont réalisé des super profits que le PS et son électorat sera satisfait. Vous avez raison. Le totem, ce sont les retraites. Alors, François Bayrou avait certes dit que les 64 ans n'étaient pas quelque chose d'intangible, qu'on pouvait faire des efforts là-dessus. Après, il y avait, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, une certaine maladresse quand même du Premier ministre en disant on va reprendre, mais on ne va pas suspendre. Là, le ton change, évidemment. Le ton d'Olivier Faure, comme celui de Patrice Caner tout à l'heure, semble plus conciliant. On a quand même l'impression là de responsables du PS qui voudraient, qui le disent ouvertement, on souhaite arriver à un accord, on est prêt à des concessions. Mais sans toucher d'une façon ou d'une autre à la réforme des retraites, je ne sais pas à quel niveau et avec quelle intensité, je vois mal comment le PS pourrait courir ce risque, finalement, d'être une fois de plus, comme souvent, considéré comme des sociotraites par le reste de la gauche. Oui, avec quand même une petite contradiction. D'un côté, on cherche 50 ou 60 milliards d'économies, de l'autre, on revient sur une réforme des retraites qui, souvenons-nous, a été justifiée, peut-être mal justifiée, mais par l'objectif de faire des économies. Mathieu, vous vouliez intervenir. C'est le problème, parce que la seule chose sur laquelle tout ce monde-là peut se mettre d'accord, des LR au PS inclus, c'est des dépenses supplémentaires.
C'est beaucoup plus facile de voter des dépenses supplémentaires ou d'abroger des réformes qui rapportaient de l'argent que de voter des économies. Parce que là, quand on commence à discuter des économies à faire, personne n'est d'accord. Le PS a quand même, oui, on a tous parlé d'un bouger, c'était le langage qu'employaient les soviétologues à l'époque pour montrer les mouvements qui pouvaient se passer dans le politburo du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est un vrai changement d'attitude qu'a opéré le PS à ses risques et périls avant les vacances de Noël. Il n'a pas été payé en retour par François Bayrou jusqu'à maintenant. Et du coup, ça le met dans une position difficile parce que ce qui s'oppose, c'est, pour caricaturer, la gauche du grand soir et la gauche des petits pas, comme on dit traditionnellement, donc les radicaux et puis les réformistes. Mais là, il va falloir plus qu'un petit pas pour le PS pour venir, parce qu'on ne quitte pas Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis pour obtenir 3-4 ficelles. Il faut qu'il y ait un geste fort. Est-ce que ce sera sur les retraites ? C'est pas sûr, mais en tout cas, il faut qu'il y en ait un fort. Alors là, on a un discours côté gouvernement, on a entendu ça dans plusieurs matinales ce lundi, qui tient un peu de la méthode Coué. Il faut discuter avec tout le monde, avec tous les parlementaires. Un exemple avec la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, sur France 2 ce matin. Moi, je regarde pas les étiquettes, je regarde le sens des responsabilités des parlementaires. Je suis convaincue, et vraiment je le dis avec beaucoup de lucidité, que nous avons la capacité de trouver à l'Assemblée une majorité de députés qui considèrent que leur devoir, c'est de soutenir un budget. Ce sera un budget de compromis. Ce ne sera pas le budget de la droite, ce ne sera pas le budget de la gauche, ce ne sera pas le budget du centre, ce ne sera pas le budget même du gouvernement, ce sera le budget du pays dont nous avons besoin maintenant. Bon, moi j'appelle ça la méthode Coué. Thibaut Mullier, il y a une autre petite musique qu'on a entendue chez les différents représentants de ce nouveau gouvernement, c'est ils vont pas oser voter la censure une seconde fois. Bon, sauf que l'équilibre politique, il a pas changé. Votre avis là-dessus, est-ce que ça peut faire hésiter certains des députés, notamment socialistes, restons sur ce premier chapitre, qui ont voté la censure contre Michel Barnier? Alors juridiquement, rien ne leur empêche de censurer. Ça c'est assez clair. Après. Politiquement, le changement un peu de tonalité qu'on voit de la part du PS fait un peu sens, parce que si la version remaniée du projet de loi de finances est présentée en même temps que la déclaration de politique générale, alors sous réserve que François Bayrou passe bien par une mise en cause de la responsabilité de son gouvernement, alors que jusqu'à présent, en tout cas depuis la réélection d'Emmanuel Macron, tous les premiers ministres sont passés par un dispositif où on présente la déclaration de politique générale sans engager sa responsabilité. Oui. Mais là, on a un support matériel, vous voyez, j'engage ma responsabilité de mon gouvernement, et si vous ne me censurez pas là, ça donnerait une certaine respiration au gouvernement. Je ne sais pas si les joueurs de poker, François Bayrou, parce que ça ressemble un peu à un coup de poker quand même. Ça permettrait quand même au PS d'avoir certaines avancées, des inflexions. Alors je ne sais pas si ça irait sur les retraites, mais si au 14 janvier, vous avez une partie de la gauche qui ne censure pas, vous avez un surplus de légitimité, parce qu'elle est très basse, mais vous êtes en tout cas moins affaibli pour entamer la discussion budgétaire. Après, l'autre élément, c'est que, mais c'est une interprétation, mais je crois que M. François Hollande a fait un entretien dans la presse régionale, je crois que c'était Ouest France hier ou ce matin, qui annonce que ce serait dramatique que Emmanuel Macron démissionne. Une crise institutionnelle. Une crise institutionnelle, voilà. Et je crois que dans une partie de la gauche, et notamment du PS, il n'y a pas d'intérêt à trop affaiblir ou à censurer systématiquement, parce que la pression, in fine, ira sur le président de la République et la possible démission. Oui. Alors, effectivement, je trouve que la démonstration est intéressante. Maintenant, est-ce que vous, Rachel Valcarcel, vous croyez à cet argument de l'hésitation à censurer 2 fois ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que, et c'était déjà le cas début décembre, que censurer un gouvernement, c'est un acte fort, c'est un acte lourd. Et d'autant plus sur le budget, on voit bien que ça cause quand même pas mal de soucis. Maintenant, moi, ce que j'entends dans l'argumentaire d'Amélie de Montchalin, mais qu'on entend un peu partout dans le socle commun, si on l'appelle encore comme ça, c'est effectivement, ils n'oseront pas. Mais c'est exactement le même mot qui était utilisé pour dire Marine Le Pen n'osera pas censurer le gouvernement de Michel Barnier. Et il n'y a aucun contenu politique là-dedans. Ce que dit Thibaut sur le Parti socialiste est vrai. Effectivement, le Parti socialiste n'a pas intérêt à aggraver la crise et in fine, peut-être provoquer une démission du président de la République. Oui, mais c'est le reproche qui lui serait fait. S'il y a une nouvelle censure votée très rapidement, tous les yeux vont se tourner vers le président. Bien sûr, mais c'est évident. Mais sauf qu'ici, il accepte
peu ou prou le même budget que celui qui a été censuré. Mais alors, il sera complètement laminé. Il joue son avenir politique là-dessus aussi, le Parti socialiste. Ouais, votre avis, Stéphane Zumsek? Parce qu'il y a effectivement ce que vous nous disiez à l'instant, tout à l'heure, c'est-à-dire finalement des électeurs du Parti socialiste qui ne vont pas se satisfaire d'un petit bouget, pour reprendre votre expression, mais il y a aussi des électeurs du Parti socialiste qui sont, j'imagine, sensibles à l'histoire républicaine du parti et aux reproches qui pourraient lui être faits de créer une crise politique. Oui, mais là encore, quand vous votez pour des candidats d'une formation politique, soit le PS ou une autre, c'est quand même pour que les idées de ce parti passent à l'Assemblée et contribuent à changer la société, peu importe, à définir le niveau de la fiscalité. Je trouve quand même que dans les déclarations d'Amélie de Montchalin, il y a une certaine maladresse en parlant de devoir. Enfin, je ne vais pas dire que c'est du mépris à l'égard des députés de l'opposition, c'est pas ça, ce serait évidemment exagéré, mais en tout cas dans le début de sa phrase, même si après elle parle de conciliation, de compromis, ce serait un budget qui pourrait satisfaire les uns et les autres, mais au début on ne va pas demander à un parti d'opposition qui est en opposition franche depuis de nombreuses années maintenant de voter parce que c'est un devoir quelque part que la France ait un budget. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même la majorité de Français qui sont sur cette ligne-là? Oui, mais avec leur c'est peut-être le devoir des députés de donner enfin un budget à la France. Mais ça renvoie à la question de qui est responsable de cette... Qui des Français considèrent qui est le principal responsable de cette situation. Et là, sans surprise, je veux dire que c'est Emmanuel Macron. Et là encore, quand on les interroge dans les différentes enquêtes, l'idée même d'une nouvelle dissolution ne leur pose pas de problème. Une dissolution qui serait... Enfin, une censure, pardon, qui serait... Je parlais de dissolution, je voulais parler de censure. Pardon. Une censure qui serait tachée d'une suspicion de calcul politique de la part d'un parti ou d'un autre, prenons le PS toujours, ce serait mal perçu. Mais à partir du moment où le budget ne va pas dans le sens de ce que veulent les électeurs de tel ou tel parti, une nouvelle censure ne leur pose pas de problème. Pas plus qu'une démission du président de la République ne leur poserait de problème. Les Français aujourd'hui, j'insiste là-dessus, ne réclament pas la démission du président de la République. Mais si on leur pose la question, ils n'y sont pas opposés. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est réclamé par l'opinion publique. Donc, finalement, arguer du fait qu'un parti dit de gouvernement comme le PS, c'est la même chose avec les LR d'ailleurs, pourrait pâtir dans son image auprès de son électorat d'une attitude dite non responsable, moi je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas. Et vous ne le voyez pas particulièrement Non, vous votez PS ou vous votez pour notre parti, c'est pour que les idées du PS soient au pouvoir. Oui, ce qui se joue sur le PS, c'est surtout son avenir au sein de la gauche et les relations avec les autres. Jean-Luc Mélenchon, sur sa dernière note de blog, dit celui qui aide Bayrou à durer chope la gale. L'été dernier, il disait ceux qui discutent avec les macronistes revêtiront à jamais la chasuble de la trahison. Donc on voit bien que cette scission, elle se joue maintenant. Donc est-ce que l'avenir du PS est dans une union de la gauche? Ça, c'est la version que croit. Est-ce que c'est l'union qui fait la force? C'est la version que croit une partie des électeurs socialistes qui défendent le nouveau Front populaire et qui sont nostalgiques du programme commun des années 70, de la gauche plurielle de Lionel Jospin? Ou est-ce que, ça c'est la théorie de François Hollande, c'est la force qui fait l'union? Et donc l'union se fait autour d'un homme fort. Et est-ce que le PS peut faire émerger l'homme le plus fort de la gauche? C'est ça qui se joue aujourd'hui. L'homme le plus fort de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le PS, dans ces temps un mot rapide, Rachel, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes. Ce matin, le ministre de l'économie, il ne parle pas que du Parti socialiste. Il dit aussi qu'il peut y avoir des compromis avec les Verts et les communistes. Et je pense que ce n'est pas anodin, parce que si le PS doit être tout seul à y aller, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour les socialistes. Oui. Ne jamais apparaître comme le premier à avoir fait exploser ce nouveau Front populaire. Alors, on parle dans ce débat, on a d'abord été sur l'équation politique. L'équation budgétaire, elle semble tout aussi impossible et on va la détailler, l'évoquer tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Bonsoir bienvenue Thomas. À vous et bonne année. C'est le moment de se souhaiter des vœux. Bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur évidemment. La dette française, ça va pas être très fun pour démarrer l'année. Un nouveau record au 3e trimestre de 2024. Voilà, les chiffres ont effectivement été publiés par l'INSEE. C'était juste avant les fêtes, le 20 décembre dernier. La dette qui atteint désormais 3 303 milliards d'euros au 3e trimestre. Cela représente exactement 113,7% du PIB. Et ce matin, Éric Lombard a redit sur France Inter les conséquences de ce niveau de déficit. Écoutez le nouveau ministre de l'économie et des finances. Nous avons accumulé, au cours des dernières années, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Ça va nous coûter plus de 50 milliards d'euros par an. Le service de la dette, les intérêts que nous versons à nos créanciers, c'est le 2e budget de l'État. C'est quoi cette dette? C'est quelque chose que nous allons léguer à nos enfants. Quand on est à une famille, on ne veut pas léguer des dettes à ses enfants, on veut leur léguer un petit peu de bien, un petit peu de patrimoine quand on en a. Et nous, on va léguer 3 000 milliards de dettes à nos enfants. C'est insupportable.
Et la charge de la dette qui devrait continuer à peser de plus en plus lourd jusqu'à 72 milliards d'euros en 2027 selon le programme de stabilité présenté par le gouvernement, c'était au printemps dernier. Et cette dette, elle continue de se creuser même en l'absence de budget, il faut l'expliquer. Oui, ça peut sembler contre-intuitif pour certains de nos téléspectateurs. On pourrait se dire qu'en l'absence de budget, l'État dépense moins puisque les ministres ne peuvent plus engager de nouveaux projets ni de nouvelles dépenses. Mais le budget censuré en décembre dernier prévoyait de nouvelles recettes et également une baisse de la dépense publique. Fin décembre, le directeur général de l'agence France Trésor, l'agence à Bercy, chargé d'emprunter pour financer les dépenses de l'État, il expliquait ainsi que la dette allait continuer de se creuser en 2027. Notre programme prévoit des émissions de 300 milliards d'euros en 2025, soit 15 milliards de plus qu'en 2024. C'est ce qu'il a dit au Monde le 20 décembre. Pour l'heure, sans nouvelle mesure dans le budget, eh bien, le déficit devrait ainsi s'établir entre 5,5% et 7% du PIB, bien loin des 5% voulus, rappelez-vous, à l'époque par Michel Barnier. Et alors, si j'ai bien entendu ce matin, le gouvernement parle d'un déficit entre 5 et 5,5%. Voilà, c'est effectivement ce qu'a dit ce matin Éric Lombard. On verra quel est l'effort à fournir. On sait que Michel Barnier avait construit un budget sur 60 milliards d'efforts avec 40 milliards de baisse de la dépense et 20 milliards de nouvelles recettes. Cette marche semble trop difficile à atteindre. Le gouvernement Bayrou pourrait ainsi proposer un budget moins ambitieux mais plus facilement votable. Un moyen aussi d'apparaître moins austère pour convaincre une partie de la gauche. On y revient à notre débat. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces explications et ces détails. Rachel Garval-Carcel, 50 milliards d'économies sans impôts importants supplémentaires. On parle d'équation impossible dans ce débat, on y est en plein. Oui, ça paraît quand même très très difficile. Et puis, rappelons quand même qu'à l'issue des discussions parlementaires au mois de décembre, on était déjà beaucoup plus près des 50 milliards que des 60 milliards, qui étaient déjà un peu fictifs, puisque c'était 60 milliards par rapport à la trajectoire de dépenses de l'État et pas par rapport au dernier budget. Donc voilà, beaucoup de si dans l'équation. Oui, non mais ça fait des mois, même bien avant la dissolution. Déjà, souvenez-vous, il y a bientôt un an, quand il y a eu le premier dérapage budgétaire qu'on a annoncé déjà 10 milliards d'économies, je crois que c'était en mars ou quelque chose comme ça, quand on discutait avec les députés de gauche, même parmi les députés de gauche modérés, les socialistes, je vous disais, il n'est pas possible de réussir à réduire cette dette, à faire des économies, sans aussi actionner le levier fiscal. Donc, fatalement, il y aura aussi une part de levier fiscal, même si c'est rendu plus compliqué. Après, ce qui s'est passé, pardon de vous interrompre, mais pendant que Michel Barnier était Premier ministre, c'est que lui nous avait dit 40 milliards d'économies, 20 milliards d'impôts supplémentaires. Et puis très vite, il y a eu le concours Lépine de la nouvelle taxe. Vous voyez, tous les interlocuteurs du Premier ministre sortaient un nouvel impôt. C'est un peu un mal français, ça, quand même. Alors oui, peut-être, c'est pas ce que je ressens. En l'occurrence, c'est quand même l'effet aussi d'un débat budgétaire qui a été sans dessus-dessous. Oui. Vraiment littéralement sans dessus-dessous, où finalement la coalition gouvernementale a déserté la séance et a permis à la gauche, tantôt avec des macronistes, tantôt avec la droite, tantôt avec l'extrême droite, de faire passer de nouvelles taxes ou des augmentations d'impôts. Mais ils ne l'ont fait aussi que parce que chacun savait bien qu'à la fin, il y aurait un 49.3 et donc que tout ça serait effacé du tableau blanc d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas se baser vraiment là-dessus. On a eu un débat budgétaire, en fait, à l'Assemblée en tout cas, complètement mou, puisque le 49.3, et encore plus cette année, déresponsabilise tout le monde d'une certaine manière. Oui. Alors on va parler peut-être un peu de la personnalité d'Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie, est confronté à un certain nombre de poids lourds au sein de son gouvernement. Éric Lombard, il faut le rappeler, c'est une expérience de chef d'entreprise. Il a été patron de plusieurs banques et il était patron de la Caisse des dépôts, qui est un peu la banque de l'État. Mais en politique, c'est un novice. Et face à lui, il y a, par exemple, un Gérald Darmanin à la justice. Il y a 9 procureurs de la République qui s'occupent du grand banditisme en région Île-de-France. Voilà, enfin, notamment dans le ressort du parquet de Paris. 9. Bon, chacun voit que c'est pas assez. Il faut que nous mettions des personnes à la bonne place. Il n'y a que 8000 magistrats en France quand il y a 250 000 policiers et gendarmes. Il ne faut pas s'étonner que la justice soit lente. Et les magistrats, ils ont besoin d'avoir des moyens pour travailler. Donc oui, nous demandons des moyens supplémentaires. Voilà, donc il demande un budget en hausse. Jeu classique, Thibault Mullier, entre Bercy et les différents ministres. On connaît ça, c'est aussi vieux que l'histoire des gouvernements, sauf que là, on a un ministre de l'économie un peu novice.
Oui, jeu classique, puisque dans la construction d'un budget, normalement, c'est vraiment Bercy qui réalise les premiers arbitrages et qui, ensuite, s'il y a des blocages entre les différents ministères dits dépensiers, eh bien, Matignon prendra la main pour réaliser les arbitrages. Donc là, ça va être intéressant parce qu'avec des poids lourds politiques comme un Gérald Darmanin, par exemple, eh bien, certains budgets... il va être demandé soit pas de baisse des crédits, soit carrément une augmentation des crédits. On peut supposer que pour les postes de dépenses qui sont liés à des lois de programmation budgétaire, notamment la justice, notamment la défense, notamment la recherche, les crédits vont rester stables, voire devraient suivre la trajectoire haussière des lois de programmation pour s'éviter une critique politique de vous ne suivez même pas la trajectoire d'une loi de programmation. Enfin, à cette liste-là, on peut rajouter l'éducation nationale, on peut rajouter la santé, etc. Non, mais il n'y a pas de loi de programmation, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'impact politique d'un budget qui reste dans ces secteurs... Là, il faut faire des choix politiques. C'est là où c'est très intéressant la sortie de Madame de Montchalin, qui en fait, en disant ce qu'elle dit, je trouve, elle déresponsabilise son propre gouvernement en mettant la charge de la responsabilité sur des oppositions qui, sous la Ve République, sont très faibles. Donc leur demander d'être responsable, c'est un peu particulier. Mais il va falloir faire des choix politiques. Quand vous baissez les recettes pendant des mois et des mois, voire des années, il y a un moment, soit vous augmentez par une révision des recettes existantes pour revoir les tranches d'imposition, soit vous recréez de la recette, soit vous baissez les dépenses. Mais si vous baissez des dépenses, là on est sur des choix politiques qui, pour un gouvernement qui risque la censure assez facilement, c'est assez problématique. Je rajouterais juste un point sur la charge de la dette. C'est toujours très intéressant parce que quand on donne un cours de finances publiques aux deuxième année, ils nous posent toujours les questions la dette. C'est toujours présenté comme le deuxième, voire le premier poste de dépense. Ce que disait Éric Lombard. Il faut un peu relativiser. Quand on écoute les économies, je pense à François Guérolf de l'OFCE, eh bien, il faut bien faire une différence sur les taux d'intérêt de la dette entre le taux nominal et le taux réel. Et en fait, c'est surtout le taux réel qui est important. Et tant que vous avez de l'inflation, sans être trop technique, eh bien, mécaniquement, l'inflation fait baisser le coût réel de la charge de la dette, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment à 60-70 milliards de charge de la dette. Mais on est quand même à 3300 milliards de dettes accumulées. Oui, mais je veux dire, il faut relativiser. Pas un débat, quoi. Non, c'est un débat, mais il faut relativiser sur la charge par rapport à comment elle est présentée dans un projet de loi de finances pour 2025. On va parler du Rassemblement national, ce sera notre dernier chapitre et on ouvrira ce chapitre avec Mathieu dans un court instant. Mais quand même, sur le ministre de l'économie, Éric Lombard, il y a peut-être une erreur que Michel Barnier avait commise. Il a réussi à s'en extirper en s'adressant aux classes moyennes. Comment vous l'analysez, ça, Stéphane Zumstein ? Oui, mais de toute façon, l'opération, depuis 2 jours, elle est très claire. Hein, et c'est en ça que c'est un budget profondément et fondamentalement de droite. On donne la priorité à la baisse de la dépense et en refusant toute hausse exagérée ou importante de la fiscalité. Et là, le gouvernement, il est en pleine opération réassurance pour convaincre les Français que non, ce budget-là, s'il est voté, ne sera pas attentatoire à quoi ? À leur pouvoir d'achat. Ce que Michel Barnier n'avait pas réussi à faire, même si au début, on avait parlé certes de taxer les 0,3% de Français les plus riches et les entreprises, les grandes entreprises ayant réalisé des super profits. Très très vite, il y a eu ce soupçon d'insincérité des propos du gouvernement et de Michel Barnier. Et c'est aussi ce qui avait scellé son sort dans l'opinion publique et donc quelque part aussi à l'Assemblée nationale derrière. On ne croyait pas à la réalité du caractère indolore d'une hausse de la fiscalité dans ce qu'avait annoncé Michel Barnier. Là, on voit bien que instruit de ces erreurs-là, en tout cas, ou de ces errements, le gouvernement de François Bayrou fait tout l'inverse. Oui, on ne touchera pas au pouvoir d'achat. Ça a été dit par la ministre des Comptes publics, très bien. Maintenant, l'enjeu, je parle bien en termes d'opinion publique et pas de ce qui pourrait se passer au Parlement et surtout à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est de voir si les Français vont le croire ou pas, vont considérer que c'est possible de faire un tel effort de 50 milliards, peu importe, sans augmenter les impôts des classes moyennes. Les classes moyennes, c'est 80% de la population. Et ça, c'est aussi un enjeu, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, c'est un vrai enjeu de crédibilité, c'est pas sûr qu'il y arrive, c'est pas non plus sûr qu'il échoue. Mais ça se jouera aussi là, parce que la décision du RN, notamment, de censurer de Marine Le Pen, elle a aussi été prise pour des raisons politiques, pour des raisons tactiques, bien sûr, mais aussi parce que c'était développé l'idée que le budget Barnier
était attentatoire au niveau du pouvoir d'achat des Français et que c'était inacceptable pour les différents électorats, surtout pour l'électorat du Rassemblement national. Alors justement, Mathieu, le Rassemblement national qui se retrouve de nouveau en position d'arbitre. Bah oui, une fois encore, j'allais dire plus que jamais même, c'est un sacré retournement de situation. Souvenez-vous quand même, il y a un petit mois, après la censure, tous les partis de la classe politique, hors insoumis, sonnaient un branle-bas de combat. Il faut s'affranchir du Rassemblement national. De l'Élysée au Parti socialiste, l'objectif était le même, ne plus dépendre de Marine Le Pen et de ses 142 députés avec ses alliés ciotistes. Et puis tout le monde se félicitait même d'avoir trouvé un début de martingale grâce aux socialistes et l'idée socialiste, ce fameux pacte de non-censure. Et puis pour l'instant, rien. On verra si ça change, mais pour l'instant, rien. L'opération fait long feu. La faute au président de la République qui n'a jamais accepté de remettre en jeu une partie, ne serait-ce qu'infime, de son bilan. La faute au Premier ministre qui a cru qu'il pourrait amadouer la gauche sans rien lui offrir de concret. La faute à la gauche qui a dit tellement de choses contradictoires en si peu de temps qu'on n'y comprend plus grand-chose. La faute à la droite, enfin, qui a continué de se voir beaucoup plus belle qu'elle ne l'est. Bref, la faute à tout le monde. Et évidemment, au grand bénéfice de Marine Le Pen. Oui, parce que tous voulaient faire d'elle, c'était quand même l'idée qui sonnait, d'elle et de Jordan Bardella, des parias de la classe politique. En gros, c'était on met de côté le RN, on met de côté les Insoumis, puis on essaie de sauver ce qu'on peut encore sauver avec le reste. Patatras, hein, vous prenez le classement des personnalités préférées des Français. Hier, les deux personnalités politiques qui arrivent pas en tête, mais à la 10e et la 11e place, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen, avec la concurrence politique très très loin derrière. Et en attendant que tout le monde joue à censurera pas, qu'est-ce que fait Marine Le Pen? Elle est à Mayotte, première responsable de l'opposition à se rendre dans l'archipel après les visites du président de la République et du Premier ministre. Elle joue sur le même terrain que le couple exécutif. Elle se paye même le luxe de se poser en vigie de la République, du Grand Art, hein, regardez. C'était ce matin après une rencontre avec des soignants. On n'est pas au gouvernement, on n'est pas décideur, mais nous sommes ceux qui pouvons sonner la cloche quand tout le monde regardera ailleurs parce qu'il y aura eu d'autres événements qui seront intervenus entre-temps pour rappeler les gouvernants aux promesses qui ont été faites. Le Rassemblement national qui peut, évidemment, censurer le gouvernement Bayrou. Oui, alors la ligne n'est pas encore fixée parce que tout le monde n'est pas d'accord entre ceux qui ne veulent pas se voir reprocher, en gros, d'être les artisans du chaos et puis ceux qui considèrent que le chaos est déjà là. Mais le ton a changé quand même depuis quelques jours. Marine Le Pen, qui semblait ménager François Bayrou depuis sa nomination, donne désormais dans la critique. Il y a une semaine, prenez le plan Mayotte, elle trouvait que c'était un plan qui incontestablement allait dans le bon sens. Hier, c'est devenu un plan qui n'allait pas assez loin. Un jour le pouce levé, un jour le pouce baissé. Si rien ne change, il en ira du budget Bayrou comme il en a été du budget Barnier. Merci Mathieu. Stéphane Zumsteg, l'électorat lepéniste a-t-il évolué sur cette question de la censure ? Si on prend le début du gouvernement Barnier, vous voyez ce que je veux dire, sur une période un peu relativement longue. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que dans les différentes mesures d'opinion qui ont été réalisées depuis que Marine Le Pen a décidé de censurer Michel Barnier, il n'y a pas eu d'inflexion, notamment à la baisse, de son image. Donc elle n'a pas été sanctionnée pour avoir sanctionné. C'est des choses qu'on pouvait entendre et qu'on pouvait dire aussi que quelque part, il y avait un risque que la participation du RN à la censure affole ou fasse peur à tout un segment de la population qui ne vote pas encore pour le RN, mais qui pourrait voter, en l'occurrence, les Français de droite et de la droite républicaine. Donc, non, fondamentalement, l'électorat du RN, il est loyaliste. Enfin, il fait confiance. Et c'est un peu la démonstration, je trouve, de cette séquence politique de quelques mois. Il fait confiance à ses leaders. C'est aussi pour ça que ce sont les personnalités préférées des Français. Le capital sympathie et de confiance, et ça, c'est fondamental, que les personnes qui votent pour le RN accordent à leurs deux principaux leaders, est bien plus fort que ce que l'on peut voir dans d'autres partis, notamment dans les partis du socle commun. Il y a aussi l'exemple de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. C'est deux partis radicaux où il y a un réflexe finalement de ralliement et de confiance, et ça c'est fondamental, à l'égard de son chef ou de ses chefs. Les votants ou les sympathisants du Rassemblement national, ils accepteront les décisions de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Si, pour une raison ou pour une autre, tactique ou pas, le RN ne devait pas
censuré, mais on a du mal à y croire malgré tout, le gouvernement de François Bayrou, ce ne serait pas forcément mal pris. Je trouve que c'est un peu l'enseignement de ces dernières semaines en ce qui concerne le Rassemblement national. Mais avant tout, il faut le rappeler, un électeur du RN, c'est avant tout un électeur anti-système qui veut changer profondément la façon de faire de la vie politique en France. Ce ne sont pas forcément des racistes, ce ne sont pas forcément des fascistes, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui en ont ras-le-bol de la façon dont la vie politique a été menée ces dernières décennies et qui attendent effectivement de leur leader une vraie inflexion. Donc, a priori, on a affaire à un segment de la population qui est totalement favorable à une censure, même si c'est aussi un électorat un petit peu désespéré par ce qui s'est passé avec le barrage républicain et qui attend aussi des gains du côté du RN et qui veut qui ne comprend pas et qui ne comprend vraiment pas pourquoi le RN est mis de côté par le reste de la classe politique. Et c'est quelque chose qui passe très mal, évidemment. Rachel Garcia-Valcarcel, quelle est la teneur des relations entre François Bayrou et Marine Le Pen et à quel point ça peut jouer ou pas d'ailleurs sur la longévité politique du nouveau Premier ministre? Ça peut avoir une petite influence, le rapport humain, et on a beaucoup dit au moment de la nomination de François Bayrou que voilà, François Bayrou, c'est quelqu'un qui avait accordé son parrainage à Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, qui avait pris la parole pour, entre guillemets, pas soutenir, mais au moment où des réquisitions contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, il avait été plutôt en soutien de Marine Le Pen. Et donc on pouvait se dire que éventuellement, mais tout ça ne pèse pas... Aussi sur la question de financement du parti et des campagnes présidentielles. Tout ça ne pèse pas très lourd à côté des considérations politique. Ces gens-là font de la politique. Regardez, on dit beaucoup que Éric Lombard est un ami de Olivier Faure. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'Olivier Faure va faire des cadeaux et vice-versa d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est très important ce qui vient d'être dit. On dit beaucoup que le RN se normalise, se polise, la stratégie de la cravate. C'est vrai que ces électeurs, ils ont très envie désormais que le RN accède au pouvoir, ce qui était peut-être moins le cas il y a 25 ou 30 ans. Mais il n'empêche que ça reste aussi pour beaucoup un vote pour renverser la table. Donc, censurer un gouvernement une fois, 2 fois, 3 fois, ça rentre dans la catégorie renverser la table, au fond. Ouais. Avec une question, tiens, on va terminer là-dessus, c'est la question de la proportionnelle. Est-ce que ça peut donner quelques semaines ou quelques mois de longévité supplémentaire à François Bayrou, une promesse qu'il a faite et sur laquelle revenait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, hier au grand jury RTL Le Figaro, Public Sénat. La proportionnelle a 2 avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'avec un scrutin proportionnel, chaque voix compte. Alors que c'est beaucoup moins vrai du scrutin tel qu'il existe aujourd'hui. Vous savez, pour les députés, on vote une première fois, on élimine, puis ensuite il y a un deuxième tour. Et souvent, les électeurs se sentent lésés ou alors ne comprennent pas très bien pourquoi leur voix n'est pas prise en compte. Avec la proportionnelle, les choses sont beaucoup plus transparentes et l'impact du vote est plus fort. Et le deuxième avantage, eh bien, c'est que la proportionnelle conduit les forces politiques, sans se renier, à adopter une attitude beaucoup plus constructive, parce qu'ils voient dans les autres forces politiques un partenaire potentiel plutôt qu'un ennemi à abattre. Thibaut Mullier, la proportionnelle peut-elle servir de totem d'immunité à François Bayrou? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas parce que, comme disait Gaston Gèze, le budget, c'est l'acte politique fondamental et c'est le budget qui sera l'arbitre. On l'a vu avec l'éphémère gouvernement Barnier. Bon, certes, dans les 3 mois d'existence, c'était surtout du budget dont il était question, mais c'est lui le juge de paix. Je ne crois pas qu'un projet de loi sur la proportionnelle, d'autant plus quand la dissolution a montré qu'un scrutin majoritaire à 2 tours permet une tripartition. Enfin, quand on voit les projections, il faudrait voir la modalité du scrutin proportionnel, mais on aurait peu ou prou 3 forces avec sans doute un avantage un peu plus prononcé pour le Rassemblement national. Je ne crois pas que ce soit déterminant, d'autant plus que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, le scrutin proportionnel, il contraint les appareils partisans, ce qui n'est pas vraiment dans la logique de la Ve République, soit dit en passant, mais il contraint les appareils partisans à se mettre d'accord. Et donc, même si le Rassemblement national finirait premier en proportion, s'il y a un cordon sanitaire qui se crée, ce qui n'est pas acquis, on pourrait très bien avoir lui comme première force, mais une coalition des partis qui suivent pour qu'il ne gouverne pas. Allez, 20 secondes pour conclure. Stéphane, ça intéresse les Français, la proportionnelle? Alors, les modalités techniques, non, parce qu'on parle de proportionnel, mais de quel proportionnel? Je n'ai pas voulu rentrer dedans, ça n'avait pas le temps. Bien sûr, mais imaginons une proportionnelle intégrale. Oui, sur le principe, ils ont toujours été favorables, parce que quelque part, il y a une idée de justice, évidemment. Maintenant, le vrai problème,
c'est qu'il y a une volonté d'une partie de la classe politique d'ostraciser, non pas un parti, mais deux partis, le Rassemblement national et la France insoumise. Alors, proportionnel ou pas, on voit mal comment on pourrait avoir un gouvernement stable si on changeait de mode de scrutin. Ouais, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.